d'Europe 1 avec Marc Fiorentino. Bonsoir à vous, Bonsoir. économiste. Alors, le titre de votre livre, j'adore. Interdit aux moins de 60 ans, c'est un roman d'ailleurs. C'est bon, je passe entre les gouttes. Hein. Vous avez eu une dérogation. Oui, je sais, mais non, je passe. Oh, attendez, j'ai pas encore 60. Justement, vous avez eu une dérogation. Tout le monde a la dérogation sur le plateau ou pas? Philippe Guibert de la Panne, il m'a évidemment non. Thomas est un enfant et Geoffroy aussi. Bon, en tout cas, ravi de vous accueillir. Merci. Alors, le premier roman, c'était Le guide pour sauver notre retraite. Oui, absolument. Et là, c'est interdit aux moins de 60 ans. On tourne un peu autour du même thème, on est d'accord? Pas tout à fait, parce que là, je suis plutôt sur le thème justement de la retraite active. C'est-à-dire que le sujet que j'ai essayé de faire de façon humoristique, c'est de dire, bon, on nous met un peu dans une case à partir de 60 ans. Hein, les seniors. Oui, c'est ça, on confond droit à la retraite avec obligation de retraite. Alors c'est très sympa parce qu'on nous met dans une case et puis après on peut nous taper dessus. Puis une fois qu'on nous a mis dans une case, nous matraquer. On peut matraquer parce que très clairement on est une cible, nous, qui ne manifestons pas, et on est une cible qui ne va pas bloquer les transports et qui a du pouvoir d'achat et qui a du patrimoine. Alors quand on dit qu'il y a du pouvoir d'achat, je voudrais juste faire une petite précision, pas tous, hein. C'est-à-dire que évidemment. non, mais c'est très important. Non, c'est très important parce qu'il y a cette image du retraité privilégié qui est totalement fausse quand on regarde la retraite moyenne. Bonjour. Thomas Bonnet est avec nous. Oui. Thomas, la réforme des retraites va-t-elle être abrogée? C'est en tout cas une possibilité qui s'est ouverte ce matin parce qu'un projet de loi a été validé en commission. Le projet de loi, il vient des Insoumis. Ils veulent abroger la réforme des retraites, abroger aussi la réforme précédente, celle qui concernait le nombre d'annuités. Cette réforme-là donc a été validée. Elle va être discutée à l'Assemblée la semaine prochaine, jeudi prochain précisément. Et ce qui s'est passé ce matin en commission va sans doute se reproduire la semaine prochaine, c'est-à-dire la gauche et le Rassemblement national qui unissent leurs voix pour parvenir à une majorité. Alors après, le projet de loi va poursuivre sa route, va aller jusqu'au Sénat, il va être rejeté, sauf surprise, puis revenir à l'Assemblée. Parce qu'au mois de février, il y a une autre fenêtre qui s'ouvre, la niche parlementaire des écolos, et ce sera début février. Des écologistes, mon cher. Des écologistes, pardon. Et c'est à ce moment-là que cette proposition de loi pourrait être totalement, définitivement adoptée. Donc vous voulez dire qu'on pourrait, en 2025, avoir l'abrogation de cette réforme des retraites qui nous a tant coûté en 2023 ? C'est totalement impossible. Ça vous rend dingue, Marc Fiorentino ? Non, ça ne me rend pas dingue parce que c'est totalement impossible. Mais pourquoi ? C'est totalement impossible parce que d'un point de vue aujourd'hui finance, on n'est pas du tout dans la même situation dans laquelle on était il y a 1 an et demi, 2 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça y est, le compteur a tourné, l'argent facile c'est fini, le Père Noël c'est terminé, tout le monde a compris que ça n'existait pas l'argent facile, tout le monde a compris qu'aujourd'hui, malgré la réforme des retraites, malgré la réforme de retraite, c'est pas 40 milliards qu'il faut trouver, c'est 60, 80, 90. Donc revenir en arrière, on aurait une sanction immédiate. Alors la sanction de l'Europe, on s'en fout un peu parce que globalement, elle ne sert à rien. On a été sous sanction pendant 9 ans, ça n'a eu aucun impact. Okay. Par contre, il y a la sanction des marchés. Ouais. Et aujourd'hui, avec le niveau de dette qu'on a, si on devait emprunter à un taux beaucoup plus élevé, et on serait sanctionné le lendemain. Hein. Donc j'y crois absolument pas. Mais dites-le aux élus de gauche et aux élus Rassemblement National qui ont voté pour cette abrogation. Ils vont le refaire à l'Assemblée. Elle sera abrogée, cette réforme. Elle ne sera, alors, on se retrouvera sur le plateau. Elle ne sera pas abrogée. Elle ne peut pas être abrogée. Mais financièrement, elle peut pas, mais politiquement. Politiquement, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, quelle que soit la famille politique, et je mettrai peut-être les LFI à part, quelle que soit la famille politique, on a compris. Il y a un sens de l'urgence qu'on a quand même compris. Alors, il y a le côté théâtral, il y a le côté effet de manche, et il y a la réalité. La réalité, c'est que pour faire ça, il faudrait quelque part faire voter une motion de censure. Pour faire voter une motion de censure, il faudrait qu'on ait le Rassemblement national qui soit prêt aujourd'hui, compte tenu de ce que vous avez dit en première partie de l'émission. Je ne crois pas qu'il soit tout à fait Marine Le Pen ne l'a pas exclu ce matin encore. Ils ne sont pas tout à fait L'abrogation de la réforme de la retraite, c'est un gain politique énorme, à la fois pour le RN et pour la gauche. J'ai quand même le sentiment que le Rassemblement national, aujourd'hui, son souci principal, c'est pas de prendre les rênes du pouvoir aujourd'hui. Je ne suis pas certain. Je n'y crois absolument pas parce qu'on est, et on va le dire ici, hein, et vous le dites régulièrement, on est dans une situation inimaginable. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le rapport, vous avez dû en parler de la commission du Sénat. Irresponsabilité, déni de réalité. Là, c'est le Sénat. On n'est pas dans un pamphlet d'un journal quelconque. On est dans la réalité. Quand vous voyez le séquencement des événements qui sont produits au moment des dérapages budgétaires, on se dit, on est sur le Titanic et puis les gars sont en train de jouer avec l'orchestre. L'orchestre continue de jouer. Geoffroy Lejeune, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je suis très perplexe parce que j'ai été assez convaincu par les arguments de Thomas et comment vous dire, j'ai l'impression que les gens, les élus politiques dont vous parlez réfléchissent exactement à l'inverse de vous. C'est-à-dire que il y avait quand même 80% des Français qui étaient opposés à cette réforme. Je suis pas certain que les Français aient changé d'avis là-dessus. Et si vous parlez du sens de responsabilité de la France insoumise, on peut dire que non, ça, je suis d'accord. Et le RN, je vois très mal. Je parle de calcul. Pour le RN et de sens d'irresponsabilité pour les LFI. Mais alors, peut-être que vous avez raison, mais sur le RN, juste, je pense qu'ils auraient beaucoup de mal à assumer vis-à-vis de leur électorat de ne pas voter cette abrogation. Et ensuite, sur la question d'exercer le pouvoir maintenant, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'est pas impossible qu'avec ces histoires de réquisition et peut-être de condamnation de Marine Le Pen, peut-être qu'à un moment donné, son intérêt, je ne dis pas que ça sera le cas, mais peut-être à un moment donné, son intérêt sera de faire exploser tout ça. Pour ça, il faut être prêt. Exactement. Et vous avez raison. Après, il y a il n'était pas au moment des législatives, ils ne sont pas plus aujourd'hui. Mais je pense que le procès dont on a parlé tout à l'heure, en attente de jugement au 25 février, à mon avis, au contraire, pousse le RN à accélérer la crise politique. Ils y ont tout intérêt. À la limite, les spéculations politiques, je n'en sais rien. Mais ce qui était intéressant, c'est ce que vous avez dit sur ce qui nous arrive le lendemain. C'est-à-dire le moment où, pour le coup, les taux vont augmenter et là, la France va s'appauvrir. On va s'appauvrir, on l'est déjà. Oui, c'est-à-dire que non, mais je le dis parce que c'est vrai qu'on a peu conscience, quand on ne connaît pas les chiffres, de la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'on a une image qui est de se dire, bon, alors on est un peu le passager clandestin de la zone euro et de l'Allemagne, mais on est dans une situation aujourd'hui qui est dramatique. Si on regarde le déficit et dettes. 1000 milliards de dettes supplémentaires. Mais c'est dingue, 1000 milliards à un moment où... Non, si vous voulez, ce qui est complètement dingue dans cette histoire-là, c'est qu'on ait 1000 milliards de dettes, mais qu'on continue à dire, bon, on y allait, on avait besoin, il n'y avait plus de crise de Covid, il n'y avait plus besoin de dépenser autant d'argent, et surtout pendant ce temps-là, on mentait à la Commission européenne, c'est-à-dire qu'on allait expliquer à la Commission européenne, alors qu'on venait d'avoir les chiffres par lesquels on ne pouvait jamais être en dessous de 6%, on leur dit on va être à 4,6%, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire que là, on se fout de la gueule du monde. On a eu toute une pléiade de ministres qui sont venus s'exprimer. On va juste les écouter. Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Bruno Le Maire, qui disent c'est pas ma faute, c'est pas nous. Écoutez-les. Je pense que traditionnellement, ce qu'on attend du gouvernement, c'est qu'ils prennent des mesures pour maîtriser les dépenses. Je crois avoir rappelé que je pense en avoir pris ma part. Alors je vous propose quelque chose, monsieur le rapporteur général, on va prendre dépense par dépense. Dites-moi, faites-moi la liste des dépenses que vous me reprochez ou que vous reprochez à mon gouvernement, le montant, et je ne vous parle pas du reproche sur leur nature, mais sur le fait qu'elle serait venue dégrader la trajectoire et le solde en 2024. J'étais le chef de cette administration. Et comme chef de cette administration des finances, j'endosse toutes les responsabilités de mes services. Mais il n'y a eu ni faute, ni dissimulation, ni volonté de tromperie. C'est difficile à entendre, de toute façon. Mais toute leur défense est fondée sur le fait que c'est de la faute aux services de Bercy qui se sont trompés sur les recettes. Les petits hommes gris. Les petits hommes gris se sont trompés. Eux, ils ont tenu les dépenses, mais que Bercy s'est trompé sur les recettes. Et que c'est ça qui fait le trou. Bercy, c'est qui ? Ce qui est totalement faux. C'est faux ? Évidemment que c'est totalement faux. Non, c'est totalement faux. Il n'y a pas qu'un problème de recettes. Il y a un problème de dépenses. On a, dans ces 1000 milliards, évidemment que ce n'est pas simplement des recettes qui ne sont pas rentrées. C'est un dérapage. Je dirais que si la situation n'était pas très grave, ça serait comique, quoi. Bon, ça ne l'est pas. Un tout petit mot des agriculteurs. Je veux juste qu'on en écoute un avant de revenir à votre livre. Ils sont désespérés. La coordination rurale, la FNSEA, les jeunes agriculteurs manifestent. On va en écouter un dans les Pyrénées-Orientales. Et on va voir que cette crise-là s'agrège à toutes les autres crises. Je ne veux pas aller à l'affrontement avec les forces de l'ordre, parce qu'en général, nous sommes toujours perdants quand il y a un affrontement. On a une demande qui est faite au préfet. On a montré qu'on était des gens civilisés, on n'a rien cassé. Après, on a ce que a dit la ministre sur notre compte a énervé énormément tous les manifestants, parce que ce sont des mensonges, ce sont des fake news. On n'a rien cassé. Il n'y a pas une barrière arrachée. Il n'y a pas un camion détérioré. Donc on a prouvé que nous étions des gens sérieux, qui veulent être pris au sérieux. Et donc j'espère que le préfet acceptera notre demande et qu'il nous prendra lui aussi au sérieux. Voilà, cet agriculteur qui a été morigéné par la ministre de l'Agriculture. Ils ont raison Ils ont raison, mais après, sans vouloir faire plaisir à tout le monde, ils ont raison, mais il y a un problème qui est un problème général. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à régler le problème de la filière agricole par des aides, des suppressions d'aides, et puis on remet des aides. Ce ne sont que des sparadraps depuis des années, et il n'y a pas de vision globale.
C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision stratégique, comme dans une entreprise. On a un secteur qui est confronté à des challenges, un secteur dans lequel il y a une concurrence internationale qui est très forte. Il faut qu'on prenne des décisions qui sont des décisions stratégiques. Est-ce que c'est un secteur stratégique ? La réponse est oui, évidemment. À partir du moment où c'est un secteur stratégique, ça veut dire que c'est un secteur qui devient moins dans la réalité économique. Ça devient presque un service public. Est-ce qu'on décide que l'agriculture, c'est un service public ? Ce n'est pas un service aujourd'hui qui, dans les conditions dans lesquelles le métier est exercé, est rentable. Voilà, il faut le savoir. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils deviennent rentables et qu'ils puissent vivre de leur métier ? Alors, c'est comme dans tous les métiers, il y a énormément, et c'est ce que je vais dire est affreux, je suis désolé par avance et je ne le souhaite pas, il y a beaucoup, malheureusement, d'exploitations qui ne peuvent que disparaître, puisqu'elles ne sont pas économiquement viables. Et ça, c'est pas le gouvernement qui peut, quelque gouvernement que ce soit, qui peut changer la donne. Il faut repenser l'agriculture en France de façon stratégique. Et la moitié des agriculteurs vont prendre leur retraite d'ici 10 ans. Ça aussi, ça compte. Oui, mais ça compte. Parce que qui va prendre la suite ? J'ai envie de vous dire que c'est, excusez-moi, mais c'est presque la bonne nouvelle. Pourquoi ? Ah oui, parce que du coup, de facto, les exploitations... De facto, les exploitations vont pouvoir se regrouper, vont pouvoir se professionnaliser et vont pouvoir être beaucoup plus rentables. Il y a un problème de taille. On est difficilement rentable face à une concurrence internationale avec des petites exploitations. C'est triste, mais c'est une réalité. On l'a vécu avec le petit artisanat, le commerce de détail. On a vécu tout ça. On l'a vécu. Mais ils ont survécu. Alors, non, on n'a pas, le commerce de détail n'a pas survécu. Non, on a très peu de commerce. Ce que vous êtes en train de nous dire, en fait, c'est que c'est la fin des petites exploitations à la familiale, disons, à la française. C'est pas moi qui le décrète. Non, je sais bien, mais ce qu'on entend, et on sent bien que le gouvernement, finalement, c'est ça qu'il projette, c'est que finalement, toutes ces petites exploitations très familiales, qui restent aussi très territoires, etc., ils n'en veulent plus, parce que c'est plus le modèle qui est vendu par l'Europe aussi. Sauf si on décide d'en faire, je dirais, un patrimoine national et un service public. Mais c'est une autre réflexion. On n'est plus dans la sphère économique, on n'est plus dans la sphère de la rentabilité. C'est pas sûr que ça coûte plus cher, d'ailleurs. Alors, Marc Fiorentino, il nous reste un peu de temps. Dans votre livre, donc vous parlez aux plus de 60 ans, très nombreux à être concernés, bientôt en tout cas. Il y a 4 catégories pour vous, les bienheureux, les philosophes, les résignés et les résistants. Vous mettez dans quelle catégorie, vous ? Moi, je suis dans les résistants. C'est-à-dire que moi, je supporte pas l'idée qu'on me mette dans une case. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a dans la société aujourd'hui une sorte de jeunisme. C'est très sympathique. Moi, je suis pour la transmission de génération. Mais je trouve qu'il y a une relation qui est un peu ambivalente avec les gens de plus de 60 ans. On leur dit d'un côté, vous êtes responsable de tout, la planète, la pollution. C'est vous qui avez... si vous avez une retraite, vous ne l'avez pas méritée. Vous avez tout le patrimoine. On a l'impression qu'on l'a volé, sauf qu'on a payé des impôts, on continue à en payer dessus. Alors d'un côté, on vous dit, globalement, on ne vous veut plus. D'ailleurs, il y a quand même un problème économique, je reboucle sur l'économie, c'est que l'emploi des seniors, c'est un drame économique pour la France. Absolument. C'est-à-dire que vous avez un pool de gens expérimentés qui peuvent aujourd'hui créer des entreprises. Pourquoi les startups, ça doit être des gosses de 25 ans, ça peut être quelqu'un de 60 ans, qui peuvent créer des entreprises, qui ont l'expérience. 9 startups sur 10 tombent dans les 2 premières années. D'accord ? Font faillite dans les 2 premières. Vous faites la même chose avec des gens de plus de 60 ans. 9 startups sur 10 seront encore là au bout de 2 ans. Et pourquoi ? Parce qu'ils peuvent transmettre leur savoir aussi. Mais évidemment. C'est-à-dire, moi, je prône, dans le livre, d'ailleurs, je prône les binômes. C'est-à-dire, on voit bien aujourd'hui, c'est très à la mode de dire, dans des cantines, on mélange des écoliers avec des seniors et autres, mais dans les entreprises aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la puissance d'expérience qu'on a après 45 ans, après tout ce qu'on a vécu, par rapport à des gens qui sont parfois extrêmement doués, mais qui débarquent quand même. On l'a vu, même au niveau présidentiel, quand quelqu'un débarque... Avec un peu d'arrogance, peut-être. Avec un peu d'arrogance, c'est-à-dire on a un peu géré la France comme une start-up, en oubliant qu'une start-up, pour qu'elle soit pérenne, il faut qu'elle soit rentable. Alors la Startup Nation, ça n'a pas fonctionné vraiment. Ah bon. Et donc mon idée, c'est de dire, il faut résister, il ne faut pas accepter... Si vous voulez, d'habitude, ce qui se passe, c'est quand on passe les 30 ans, quand on passe les 40 ans, quand on passe les 50 ans, c'est nous-mêmes qui nous remettons on se dit, ah là là, c'est un palier. Mais 60 ans, c'est quelque chose de différent. Là, c'est les gens... C'est les gens, c'est la société qui vous disent « Non, mais toi, on veut plus te voir. » C'est-à-dire que non seulement on veut plus te voir, mais en plus, tu es coupable sur tout. Et donc, à terme, de toute façon, on te met dans un coin et on va te piquer ton argent. Sauf que le problème, c'est que nous, on accepte ça. Oui. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on se met dans cette case parce qu'on se sent coupable.
Coupable de quoi, on ne sait pas, mais on se sent coupable. Et donc, on essaye d'être invisible. Et ça, moi, je ne le supporte pas, ça m'énerve. Et votre roman est vraiment sympa. Votre héros, Sam Ventura, qui dit « Du jour au lendemain, je suis devenu un paria, montré du doigt. On m'a mis dans une case. Le choc a été brutal le jour où j'ai eu 60 ans. » Merci d'être venu nous en parler. Merci de m'avoir accueilli, c'est très gentil.